Salut à tous les passionnés de radio. C'est Dimitri F4FLH de retour avec un nouvel épisode du Big QSO, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers fascinant du radioamateurisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité de marque, FG8OJ Bertrand, un radioamateur chevronné qui va nous raconter son parcours et nous partager sa passion pour les ondes. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous les auditeurs qui se sont abonnés au podcast et qui partagent autour d'eux. Grâce à vous, notre communauté grandit et le Big QSO gagne en visibilité. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le podcast est désormais disponible sur YouTube. Il a fallu un peu de temps pour faire la migration depuis Spotify, mais on y est enfin. La semaine prochaine, on retrouve Bertrand. Pour un épisode spécial, je débute dans les communications satellites. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans ce domaine passionnant. Et maintenant, place au Big QSO. Salut Bertrand, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de participer au Big QSO. Bonjour Dimitri, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors toi, tu es radioamateur, FG8OJ. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà qui tu es et comment tu es devenu, comment le radioamateurisme est venu à toi? Ça remonte à quelques années, donc je suis Bertrand FG8OJ, je suis en Guadeloupe depuis 14 ans maintenant. Et ça remonte à très très longtemps puisque en fait, j'ai toujours été, mes parents m'ont toujours décrit comme un enfant qui est curieux et qui touche à tout. Et je pense que je suis pas un cas unique non plus chez les radioamateurs. Vers 10 ans, quelque chose comme ça, je suis actuellement en provenance chez ma maman. On en a parlé, donc a priori c'est dans ces eaux-là. Je me suis retrouvé avec une paire de Takiwaki entre les mains et j'ai commencé à essayer d'augmenter la portée des Takiwaki avec mon frère. Et comme c'était des Takiwaki en 27 mégas, en fait, en tirant des longs fils, j'ai compris que je pouvais entendre des conversations de cibistes, en fait. Oui. Donc ça a été... c'était une révélation pour moi de la magie des ondes électromagnétiques. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la réception, à recevoir de la radiodiffusion sur le vieux récepteur AM, puis en DLU, et puis j'ai découvert comme ça, de fil en aiguille, le monde radioamateur. Et du coup, j'ai vraiment axé tout mon intérêt de gamin, d'adolescent sur cette passion-là, en fait. D'accord, oui. Je me souviens, les petits Toki où ils étaient sur je crois que c'était le 19 bis à l'époque. Et c'est vrai qu'on écoutait, ils étaient très très proches des routiers, donc on entendait déjà avec le petit Toki. Moi, j'entendais tous les routiers à côté et tout, les stations. Je savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'ai à peu près le même parcours que toi là-dessus. En tout cas, j'ai eu un petit Toki-walkie comme ça directement. Donc du coup, comment t'as découvert le radioamateurisme? Parce que là, t'étais sur entre guillemets sur le 27 mégas. En fait, j'ai jamais été trop passionné par l'activité 27 mégas. Je l'ai découvert sur le tard qu'il y avait une activité DX, etc. Mais pour moi, le 27 c'était de la haine, c'était des civistes, des routiers, des choses comme ça. Donc ça m'intéressait pas spécialement, mais ça m'a permis de découvrir que les ondes radio et l'activité radio. Donc en fait, je me suis intéressé du coup à la radiodiffusion, à l'écoute en fait. Et j'ai été écouteur avant d'être radioamateur. Et en fait, à force d'écouter en AM, et puis un jour j'ai eu un meilleur récepteur, et j'ai eu un récepteur DLU, et là j'ai découvert en fait qu'il y avait tout un monde qui s'ouvrait à moi, qui était le monde des radioamateurs. D'accord, ok. Donc du coup, t'as rejoint un radio club. Comment ça s'est passé? Malheureusement non, parce que j'étais fort isolé. Le premier radio club était à plus d'une heure de route. Donc, et puis étant gamin, je pouvais pas vraiment. Donc j'ai vraiment fait un apprentissage dans mon coin. À l'époque, il n'y avait pas Internet et c'était vraiment galère, mais il y avait des magazines, il y avait des choses comme ça. Ouais. Donc comme je me suis intéressé à l'électronique, j'ai fait de l'électronique en formation. J'étais pas trop mal le jour où j'ai dû passer l'examen, mais
c'était compliqué en étant tout seul dans mon coin. Donc je faisais de l'écoute, donc j'étais pas malheureux en soi, j'étais pas spécialement pressé de brûler les étapes. Et moi, on en reparlera peut-être, mais j'ai fait de la formation en animateur. J'explique toujours qu'il faut écouter, écouter, écouter. Et moi, je suis un bon cas d'école. J'ai pendant d'une dizaine d'années jusqu'à mes 16 ans, parce que je pouvais pas passer ma licence avant. À l'époque, c'était 16 ans. Dans l'âge, oui, c'est ça. Donc pendant 6 ans, je suis resté écouteur, mais j'étais heureux comme tout d'écouter et de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Donc ça m'a pas spécialement posé de problème. Jusqu'au jour, effectivement, où j'ai dû passer mon examen et que j'aurais bien voulu avoir un Radio Club qui me donne quelques conseils, mais ça n'a pas été le cas. Donc j'ai passé mon examen radioamateur en une seule fois, tout en même temps. Réglementation et technique. La télégraphie. Ah oui, c'est vrai, la télégraphie à l'époque, oui. Je suis suffisamment vieux pour avoir passé la télégraphie, donc c'est ce qui explique mon 8 dans l'indicatif, c'est vrai. Puisque c'est quand même assez rare comme préfixe, mais c'est lié à ça en fait. Donc je savais même pas qu'on pouvait passer par petits bouts, donc c'est très bien parce que je me suis retrouvé directement dans le grand bain. Oui, directement. Oui, tu avais le droit à accès à tout, toutes les bandes de fréquences. J'avais accès à tout, ouais. Et tout directement. Donc, tu as préparé ton examen, si j'ai bien compris, avec les magazines Secure Radio Amateur, Megahertz, je sais plus lequel des deux, ou les deux peut-être. Il y avait toujours une page d'examen avec quelques petites explications dessus. Exactement. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Sur la partie électronique, puis j'avais trouvé, j'ai vraiment plus de souvenirs, j'ai essayé de réfléchir à ça, puisque je sais que dans le BitQSO, tu demandes un petit peu le parcours des gens sur l'examen, puisque tu fais passer des examens aussi. Si j'en ai fait passer, oui, j'ai fait tout. Donc, mais c'est vrai que moi je me rappelle plus exactement comment j'ai fait pour me former, mais j'étais tellement à fond que j'ai trouvé des documents, j'ai trouvé des choses, et puis ça n'a pas été. Et puis, je le redis, hein, mais un bon écouteur, c'est forcément quelqu'un à qui manque pas grand chose pour comprendre comment fonctionne l'activité radioamateur, et forcément quand on découvre le monde radioamateur à travers l'écoute, on découvre qu'il y a des codes, et donc on cherche à découvrir ce que c'est ces codes Q, et on les apprend, et donc c'est beaucoup plus facile dans l'absolu moi j'ai presque passé mon examen radioamateur sur mes années d'apprentissage en tant qu'écouteur en fait au final. Et ça a été facile en fait. L'examen en soi. Ça a été quelque chose de naturel finalement. J'ai appris à faire de la télégraphie, à écouter de la télégraphie j'avais pas de manipulateur, mais j'étais capable de prendre à l'oreille parce que j'écoutais les bandes radioamateurs en CW, donc. J'ai pris mon temps, mais c'est parce que on n'avait pas le choix. J'avais pas le choix. Je pense que j'aurais pu passer mon examen beaucoup plus tôt si j'en avais eu la possibilité, mais bon, on était bloqué à 16 ans, donc dès que j'ai eu 16 ans, j'ai demandé un rendez-vous à la FA, et puis quelques semaines après, je me suis présenté à l'examen. Tu te souviens si tu l'avais passé sur Minitel ou ordinateur? Oui, Minitel. Ouais, c'était sur Minitel. C'était horrible. Oui. C'était sur Minitel, et quand on entend l'imprimante qui se déclenche à la fin de l'examen, on se demande quelle note il y a et si on a l'examen ou pas. Mais c'était sur Minitel. Mais bon, à l'époque, on utilisait Minitel. Hein, c'était un objet de la vie courante, et mais puis il y avait encore. Enfin, moi, je faisais déjà de l'informatique. J'avais déjà un PC à la maison très tôt, très jeune, donc j'ai eu la chance d'avoir ça. Donc effectivement, ça m'a fait rire de me retrouver dans un Minitel, mais à 16 ans, je me suis déplacé tout seul au centre d'examen à Villejuif. Oui. Et pour moi, c'est un gros souvenir parce que c'était hyper impressionnant. Enfin, j'étais encore un gamin, j'avais 16 ans. J'ai pris le train, le RER tout seul. Je me suis retrouvé devant cette administration, en me posant plein de questions, en doutant, et puis avec la pression qui monte sur le voyage, parce que le voyage est toujours plus long quand c'est comme ça. Je te rassure, hein, je crois que c'est tout le monde pareil. Tout seul, hein, j'avais personne pour m'encourager. Mes parents ont toujours été derrière moi, m'ont toujours poussé
dans mes trucs, mais j'étais pas là. Je me suis retrouvé vraiment tout seul en me disant qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Mais je me suis tombé sur des gens effectivement adorables et ça s'est très bien passé. Et puis et ça a été une formalité. Enfin, je veux pas me vanter mais étant tellement passionné et puis déjà dans l'apprentissage de l'électronique et tout, donc c'est ça, il y avait pas quand même beaucoup de difficultés non plus pour avoir cet examen. Ah ouais, oui, j'en doute pas du tout. Donc, tu as passé ton certificat, t'as commencé en tant que SWL. Mais du coup, une fois que tu as eu ton certificat, tu t'es orienté sur quoi? Par quoi tu as commencé et qu'est-ce que tu fais toujours actuellement en radio? En fait, alors c'est même plus simple que ça, c'est que en fait, le jour de mon examen, j'ai décroché mon examen, je suis sorti à Villejuif, j'étais comme un fou. Je sautais dans tous les sens et j'ai pris le RER et je suis allé à GES. Alors GES, c'est pour les, il faut être ancien, enfin il faut connaître le magasin GES de Paris. Et je suis allé à GES et j'avais repéré une occasion qu'ils avaient depuis un petit moment, un vieux summer camp FT7B, je crois, quelque chose comme ça. Ils n'étaient pas encore à Dominil alors. Et puis moi j'avais pas le budget pour acheter autre chose que ça d'ailleurs, parce qu'il y avait des trucs fantastiques déjà à l'époque. Mais bon, à l'époque, c'était à l'époque où Yaesu Samercamp faisait des super produits. Mais et donc je suis reparti avec un DK sous le bras. Et puis j'ai trafiqué et je faisais de la HF parce que c'est ça que je voulais faire en fait. C'était rien d'autre puisque j'ai écouté les bandes HF. Je savais même pas qu'il y avait des relais en VH. Enfin, je sais pas que je savais pas. Je pense que je devais savoir, mais ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le trafic HF et de faire des QSO avec le monde entier, quoi. Ouais, donc c'est vraiment ça qui m'a guidé et qui m'a vraiment donné envie de faire de la radio et de la HF, et j'en fais toujours de la HF, ça n'a pas changé ça. Ah mais ça c'est quelque chose qu'on garde, généralement on en fait toujours un peu, c'est toujours magique de toute façon, tu allumes l'émetteur, le récepteur, peu importe, enfin les deux maintenant, et t'arrives à l'autre bout du monde, c'est juste énorme, c'est excellent. Moi j'ai beau avoir fait des formations, comprendre comment ça fonctionne, il y a toujours pour moi quelque chose qui restera et qui sera toujours magique dans les ondes électromagnétiques. Et j'ai gardé cette flamme depuis quelques années. Ouais, je ne vais pas donner de date, mais j'ai 52 ans, donc voilà, c'est facile de faire la soustraction, mais oui, cet aspect-là est resté très très fort en moi, mais après effectivement je me suis intéressé un peu dans d'autres choses et je fais plein d'autres choses maintenant, mais au départ je voulais faire de la C double, la phonie en FF, quoi. T'en fais toujours de la C double? Ouais. J'en fais beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'à une époque, mais j'en fais toujours. De ce que dans le trafic des X, on en fait quand on chasse les exploits, mais oui, c'est quelque chose que j'en fais plus assez, malheureusement, parce que aujourd'hui, je suis un peu fainéant et puis j'ai l'oreille un peu plus rouillée qu'à l'époque où j'ai même fait de la CW en tant que professionnel, donc forcément ça a été j'avais des vitesses qui étaient plus que maintenant je serais bien incapable de décoder, mais bon, c'est comme ça. Ok. Et du coup, donc, tu pars sur de la HF, mais là, nous, on va parler un petit peu plus sur les satellites parce que c'est quand même un mode particulier. Comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de trafiquer les gens en satellite? Mais comment tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a donné cette petite étincelle-là? Alors, en fait, c'est très simple. En fait, c'est pareil, c'est un date de gamin. J'ai toujours été intéressé par le spatial. Oui. Et en fait, j'ai découvert en fait le trafic satellite avec Mir. Donc c'était la grande époque de Mir, et faut bien comprendre qu'à cette époque-là, les cosmonautes russes, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils n'avaient pas comme aujourd'hui les astronautes américains ou internationaux dans la station spatiale. Ils sont très très occupés. Ils sont débordés par leur mission.
leur mission scientifique. Ouais. Mais à l'époque de Mir, ils avaient juste de la maintenance à faire. C'était la plupart des militaires, ils avaient de la maintenance à faire. Et puis, donc, globalement, ils n'avaient pas grand-chose. Enfin, ils s'ennuyaient un petit peu. Donc, ils étaient très actifs au-dessus de l'Europe, au-dessus de la Russie. Et donc, c'était il y avait beaucoup de monde, mais c'était très facile de les contacter avec une simple verticale, un peu de jeu en VHF, et puis on faisait des QSO, on faisait des vrais QSO, on apprenait même à parler, à bricoler des mots en russe, et à l'époque j'avais acheté un dictionnaire franco-russe, et puis j'essayais de dire des phrases en russe pour vraiment on apprenait la vie à bord, si on prenait un peu de temps. Je me relevais la nuit, moi, en fait, pour pouvoir faire les passages en Europe quand il n'y avait personne, et qu'il n'y avait pas grand monde, et puis on arrivait à poser des questions aux cosmonautes. C'était incroyable, hein. C'était complètement fou. Aujourd'hui, c'est impensable de se dire d'avoir pu discuter, de tailler bout de gras avec des cosmonautes, mais à l'époque, c'était quand même assez facile. Ouais. Et il n'y avait pas besoin forcément de moyens incroyables. De toute façon, aujourd'hui, même pour contacter une station spatiale internationale, il y a pas de souci, c'est très facile. Okay. Et non, j'ai commencé cette activité par la plus belle façon. C'est effectivement de communiquer non pas avec d'autres radioamateurs, mais directement avec des cosmonautes. Ouais. Qui sont radioamateurs, hein, soit dit en passant. Ils ont un examen aussi, ils sont radioamateurs dessus. Bon, après, c'est une formalité. Pour eux, c'est une formalité, pour le coup, là. Ah bah, pour eux, oui, c'est simple, hein. Ils le passent relativement vite, hein, je pense, hein. C'est clair. Avec la somme de choses qu'ils doivent apprendre, c'est pas un souci. Je pense qu'ils ont déjà le bagage même avant, hein. Il suffit juste de passer l'épreuve. Donc, t'as commencé avec Mir. Ce qui est la première, enfin, l'une des premières stations spatiales internationales, la plus connue en tout cas, l'une des plus connues avant l'ISS. Et après, il y a d'autres satellites radioamateurs, il y en a plein d'autres. Ouais, tout à fait. J'ai fait du défilant sur des transpondeurs linéaires. Donc, effectivement, on faisait du trafic avec en montée en VHF et en descente sur la bande des 10 mètres. Ah oui. Et il y avait des satellites russes, satellites américains, et on s'amusait comme ça. Ouais, c'était très sympa. Ok. Donc c'était une très belle époque. Moi, j'ai pas connu l'époque après avec les Oscar 40, des choses comme ça. Oui. Mais j'ai fait du 2 mètres, enfin du 2 mètres 70 cm, du 2 mètres 10 mètres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trafiquer en satellite linéaire, quoi. D'accord. Mais t'en fais toujours là actuellement? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est un truc qui, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de, ça s'est beaucoup diversifié aujourd'hui. Il y a QE100, etc. Moi, je suis arrivé dans l'examen il y a quelques jours et j'ai mis en marche mon activité, ma station QE100 parce que du coup, je peux faire du QE100 quand je suis en Europe. Oui. Parce que je peux pas le faire depuis la Guadeloupe parce qu'on est hors de portée. Mais il y a plein d'activités. Il y a des modes numériques maintenant. Il y a du trafic FM, du linéaire, du digital. Enfin, il y a plein de choses à faire et je continue. Bah, j'en fais beaucoup plus qu'avant puisque j'ai eu une époque où j'ai quand même pas beaucoup trafiqué j'étais très occupé au niveau professionnel et donc le trafic satellite, j'avais mis ça un petit peu de côté et puis j'y suis revenu en Guadeloupe parce qu'il y avait absolument pas personne pour trafiquer dans les Antilles, dans toute la Caraïbe. Il doit y avoir 10 stations à tout casser qui font du satellite, donc c'était l'occasion de pouvoir lancer un peu l'activité. Ouais, de faire faire parler à la Guadeloupe de cette façon-là aussi, quoi. Donc moi j'ai toujours été passionné de spatial. J'ai jamais travaillé dans le spatial, mais j'aurais rêvé de travailler dans le spatial, mais bon, je reste un grand passionné du monde spatial, donc forcément, dès qu'il y a un satellite qui est lancé, on le suit, on remonte de la télémétrie, et comme on est très peu dans la Caraïbe, c'est forcément plus utile que si on le fait depuis l'Europe où il y a déjà pas mal de stations, quoi. Oui, donc il y a un rôle qui est intéressant, c'est d'aider aussi les gens qui lancent des satellites, qui utilisent les moyens radioamateurs de aussi récupérer la télémétrie et de récupérer les données
pour les transmettre via Internet aux universités qui font des expérimentations. Donc c'est sympa aussi. Oui, parce que c'est pas un satellite uniquement radioamateur. C'est un satellite où il y a d'autres choses. C'est une université qui le met en place et il y a un petit module transpondeur qui nous permet de trafiquer. Je dirais les 3/4 du temps, je pense que ce sont des satellites qui sont financés par des universités, pour de la recherche, commerciaux comme QOSAN d'ailleurs. Oui. Mais il y a assez peu de satellites qui sont lancés sans avoir un but scientifique derrière. Et du coup, le financement est aussi, je trouvais, parce que le problème, c'est que on a eu des satellites, hein, effectivement, les premiers Oscars étaient financés par les radioamateurs, par des institutions ou des aides d'entreprises privées, mais ça n'existe plus, ça, malheureusement. Les temps sont durs, donc il faut trouver des moyens. Et puis l'évolution des satellites aussi. Avant, on avait des satellites. On a toujours un satellite qui est Oscar 7, qui a été lancé en 1974, qui fonctionne toujours plus ou moins. Ouais. On a IFO 29 aussi, qui est un peu plus récent, mais ce sont des très gros satellites avec des qui avaient des motorisations, qui sont capables de monter, qui ont été capables de monter par eux-mêmes sur des orbites assez hautes. Aujourd'hui, ça, c'est très très rare, très compliqué, et ça coûte très cher surtout. Oui. Donc aujourd'hui, on se contente de petits CubeSat. On a miniaturisé les satellites. C'est des petits Rubik's de 10 par 10 par 10, des cubes de 10 cm. En fonction des besoins, 10 cm par 10 cm par 10 cm, c'est tout petit. Hein. On met un module, une des cartes, c'est une carte radioamateur, et du coup, ça permet en fait à l'université d'avoir un indicatif radioamateur et de pouvoir transmettre la télémétrie, les expériences, etc. Et une fois que l'expérience est terminée, une fois que les données sont récupérées, de pouvoir mettre en place un transpondeur qui va là ce coup-ci intéresser les radioamateurs. Donc c'est un échange de bons procédés. Exactement. Et puis ça évite de devoir sortir une centaine de milliers de dollars pour lancer un satellite. C'est ça le problème. Surtout que ça fait cher les 10 cm, hein, je te le dis. C'est ça, ouais. Donc, à peu près 10 stations radioamateurs en Guadeloupe qui font du satellite. Vous êtes quand même un peu plus nombreux. Dans toute la Caraïbe. Dans toute la Caraïbe. Non, actuellement, en satellite, je suis quasiment tout seul à faire du satellite en Guadeloupe. Oui. Il y a quelques copains qui se sont équipés et qui s'y mettent petit à petit, mais ils sont pas très très actifs. Mais effectivement, ouais, on est très très peu. Il y a quelques stations à Porto Rico, et puis dans quelques îles ici et là, mais c'est quand même quelque chose qui est... Bon, déjà, on n'est pas si nombreux que ça dans la Caraïbe à être actifs. En tout, on va dire, tiens, il y a beaucoup d'expéditions, mais en dehors de ça, les gens qui sont là à l'année, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais à peu près combien vous êtes, à peu près, là-bas? Dans toute la Caraïbe, j'ai pas de chiffres, mais en Guadeloupe, on est une douzaine de passionnés très actifs, mais on est, je sais plus le chiffre peut-être, mais 80, quelque chose comme ça en radioamateur en Guadeloupe, mais il y a très peu qui sont actifs en NSF. D'accord, ok. Oui, parce que je crois qu'il y a même un radio club là-bas. Hein. Il y a un radio club que j'ai créé, que j'ai co-créé, que je préside toujours. Ah, bien. D'accord, ok. Et les activités là-bas, c'est quoi à peu près? Tu achèves, je suppose? On a monté un réseau, on a eu la chance d'avoir des gens très sympas dans l'Hexagone qui nous ont donné un coup de pouce, qui nous ont fourni un relais. Il y a maintenant, je pense que l'association a été créée il y a 5 ans. Donc on a eu un petit relais UHF qui nous a été fourni, et puis on a commencé à étendre le réseau. On a un réseau qui est interconnecté avec des links, de façon à couvrir une grande partie de la Guadeloupe. Oui. Et donc, on arrive enfin, l'idée, c'était un peu de communiquer. On fait aussi des activités extérieures. On fait un peu d'Adrasec aussi, non? Il y a de l'Adrasec également. Et puis on a un premier sujet, en fait, qui a été mis en place au niveau de l'association, c'est la formation. Donc, on a formé plus d'une vingtaine de radioamateurs en Guadeloupe. Ça, c'est toi qui les fait les formations? On est deux à faire. Jusqu'à maintenant, on était deux à faire les formations. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Alors,
quand j'ai préparé l'émission, j'en parlais un petit peu avec 4IRD, Nadine, et je lui expliquais, ben voilà, que tu étais là-bas, que tu avais donc une station et tout. Et la première question qu'elle m'a dit, alors je vais te la poser quand même aussi, parce que moi aussi, je suis quand même curieux aussi. Pas mal d'ouragans, pas mal de tempêtes, pas mal de situations climatiques un petit peu particulières là-bas. Comment vous faites alors moi, je lui ai dit que vous montiez des pylônes de 40 mètres et qu'à chaque fois qu'il y avait plus de 20 km/h devant, vous descendiez les antennes à la main. Elle m'a pas cru, donc heureusement. C'est pas complètement faux, en fait. C'est pas complètement faux. Non, mais c'est intéressant comme sujet parce qu'effectivement, les opérateurs dans l'Hexagone ne se rendent pas compte en fait de la galère que c'est d'être radioamateur sous les tropiques, dans le sens où en fait, alors déjà, on n'a pas de pylône de 40 mètres. Oui, je m'en doute bien. On essaie de réduire la voilure au maximum, mais effectivement, la saison cyclonique est toujours une période de stress. Alors effectivement, on n'a pas des cyclones qui passent sur la Guadeloupe tous les jours. Heureusement. On en a eu un il y a 4 ans qui est passé, qui est vraiment pas passé loin, malheureusement, qui est passé sur Saint-Martin et sur Saint-Barthélemy. Mais effectivement, à chaque fois, c'est un moment de stress, c'est un moment où on se demande il faut tout démonter, si tout va pas casser, et c'est pas évident de maintenir une station opérationnelle en permanence. Donc effectivement, la solution la plus simple pour beaucoup de radioamateurs dans les Antilles, c'est de mettre des bouts de fil, des G5RV ou des choses comme ça, et de mettre des grosses boîtes d'accord, et puis de trafiquer en mode dégradé, et se dire le jour où il y a un cyclone, il y a un bout de fil qui va s'arracher, il sera pas très grave. Donc par contre, quand on veut vraiment faire du DX, quand on veut faire du trafic, sérieusement, là c'est un autre problème. Donc effectivement, il faut concevoir la station pour qu'elle puisse être démontée. Mais effectivement, il y a des périodes de l'année où je suis actif, des périodes de l'année où je suis moins actif, où je suis plus actif sur certaines bandes parce que ça demande. Je fais du trafic UME, par exemple, j'ai une parabole de 3 mètres qui est sur mon toit. Il faut imaginer le stress que ça peut engendrer quand on a une annonce de cyclone potentiel en 10 jours. Tu m'étonnes. Donc il faut penser à tout ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Tu la démontes ? Et oui, dans ces cas-là, on démonte tout et puis on push, on attache et puis on espère que ça va passer, quoi. Mais oui, c'est compliqué. Alors plus les années passent, plus je me dis ça, je démonterai plus. C'est pas possible parce que si on démonte en début de saison, on se dit en fin de saison, on sait plus où sont les vis et qui on va pouvoir trouver pour redonner un coup de main pour remonter, quoi. Et moi le problème c'est que je suis actif du 160 mètres au 13 cm, donc j'ai des antennes un peu partout et il faut penser à plus on rajoute de bandes et plus plus ça devient compliqué de tout démonter très rapidement en cas de risque cyclonique. Donc des fois j'ai plutôt tendance à dire tant pis, si ça casse, ça casse. Et mais c'est un vrai challenge d'avoir une station complète dans une zone cyclonique. On n'a pas des cyclones tous les jours, mais on a des risques de cyclones. De vent. De tempête aussi, mais c'est une tempête. On survit à une tempête. Si on casse un peu de matériel, c'est pas la fin du monde. Ce qui pose un problème, c'est de se dire potentiellement dans 10 jours, il y a un cyclone qui peut nous passer dessus, qui soit catégorie 3, 4, 5, où le risque, c'est même plus forcément les antennes, mais c'est aussi de rester en vie. Oui, là, ça passe secondaire. Quand on parle de catégorie 5, c'est un peu ça le problème. Donc, on vit avec un petit peu de suspense. Mais bon, la saison est assez longue et il y a vraiment une période qui est le mois de septembre, qui est quand même où les risques sont les plus importants, où la mer est très chaude et où là les cyclones peuvent se développer très très vite et ça peut devenir très dangereux. Donc en quelques jours, un cyclone peut changer de trajectoire et passer de 100 km/h à 200-250 km/h de vent. Donc c'est difficile d'anticiper et c'est ça le plus gros problème. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Alors 80 radioamateurs à peu près plus ou moins actifs. Oui, non, c'est pas plus ou moins actif, c'est 80 listés. Voilà. Sur le site de la NFR. Et puis on est 25-30
faut des 25-30 radioamateurs qui sont plus ou moins actifs, qui ont plus ou moins une station en VHF ou enfin PHF ou en HF. Donc il y a des gens plus ou moins impliqués, plus ou moins intéressés par l'activité et qui seront plus ou moins disponibles également. D'accord. Tu fais des opérations pour faire un peu découvrir ta passion, pour faire un peu de promotion là-bas du radioamateurisme. Ouais. On l'a fait, ouais, on l'a fait un petit peu et malheureusement, on attend le prochain cyclone pour pouvoir faire de la promotion parce que c'est un peu ça le problème dans ces îles, dans nos îles, c'est que il faut que les gens aient peur un peu pour qu'ils s'intéressent au radioamateurisme. Donc on a eu la chance entre guillemets d'avoir Hugo pour il y a quelques années et qui a intéressé beaucoup de gens au radioamateurisme. C'est quand même malheureux, mais c'est Ouais, c'est la. Il y en a qui ont passé leur examen après le passage d'Hugo. Oui. Complètement, ouais, complètement. Oui, la majorité des gens qui se sont inscrits, à qui on a fait passer la licence sur la Guadeloupe, de la vingtaine là, qui ont suivi nos formations, c'était pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart le motif principal. Ouais. Ok, oui, ça m'étonne pas du tout. Parce que de toute façon, il y a une demande. Parce qu'effectivement, ouais, c'est ça. C'est en cas de problème, on fait quoi? Et effectivement, les gens seront. Après, il y a beaucoup de gens de Saint-Martin qui se sont retrouvés en Guadeloupe après le cyclone, qui ont été déplacés, qui se sont retrouvés là et puis qui ont expliqué qu'ils pouvaient plus téléphoner, qu'ils pouvaient plus communiquer et que donc forcément, les gens se sont orientés et se sont intéressés à une activité qui était ringarde parce que tout le monde avait Internet, mais le jour où il y a un cyclone, il n'y a plus d'Internet. Donc forcément, ça intéresse du monde. Ah oui, complètement. Tu as essayé de développer justement le réseau Amnet et autres un peu sur l'île ou pas encore? Ouais, on a essayé de faire des choses. Alors malheureusement ça n'a pas marché. On a des gens qui sont comme moi qui sont équipés en Winlink par exemple et qui ont des passerelles. On a fait des projets, on a monté des projets de passerelles Wi-Fi vers des gateways pour envoyer des mails, des choses comme ça. Mais on a un peu, c'est un peu au point mort. On a aussi des projets avec du LoRa dans cet esprit-là pour faire de la passerelle pour pouvoir permettre aux gens de communiquer après un cyclone vers leur famille pour les rassurer, leur donner de l'accès à Internet, une façon de leur redonner accès à de l'Internet. Un minimum de communication. C'est des choses auxquelles on réfléchit toujours, mais on n'a pas malheureusement politique locale qui est très dynamique là-dessus et on n'a pas forcément beaucoup d'aide, on n'a pas du tout d'aide de l'État sur le sujet, alors que c'est quelque chose qui devrait être mis en avant, mais malheureusement, on a plutôt quelque chose les politiciens en Guadeloupe ont plutôt tendance à nous dire arrêtez de parler de ça, ça va nous porter des malheurs. Plutôt que de dire on va anticiper, on va vous aider à trouver des solutions. Donc malheureusement, c'est très très difficile. On se bat et on essaie de faire avancer les choses, mais c'est pas évident. On fait des prototypes, donc on a réussi à faire des démonstrateurs qui sont là, qui permettent de faire des choses sympas. Oui. Mais après, il faudrait pouvoir les déployer à grande échelle, et là, il faut des moyens et qu'on n'a pas. Ouais, malheureusement. Après, c'est vrai que le LoRa est un moyen de communication, on va dire, peu coûteux pour tout le monde, hein, mais alors quand on développe sur une superficie, forcément, au bout d'un moment, ça coûte, hein, de toute façon, ça c'est clair et net. Oui. Mais c'est vrai. Et puis en plus, alors le LoRa, c'est quelque chose dont on entend parler depuis 3-4 ans, très 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 régulièrement. Hein, le LoRa APRS. Donc il y a même d'autres passerelles qui sont mises en place là actuellement. C'est une très bonne alternative directement dessus. Mais comme d'habitude, on est un peu en retard, beaucoup en retard. Malheureusement, je me suis rendu compte au salon Web Radio qui va avoir lieu à la fin du mois de juin là. Oui. L'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait des pays qui sont hyper les Allemands, les Autrichiens sont hyper en avance là-dessus. Ils ont tous des petites valises APRS autour du cou et
et ils sont, leur pays est blindé de passerelles, hein, alors que quand on regarde sur les cartes, ça commence à venir. Hein, mais ça a du mal à prendre et c'est des technologies qui personnellement m'intéressent beaucoup, ça m'amuse beaucoup en termes d'expérimentation. Mais effectivement, on essaie d'avoir une petite réflexion autour de ça en Guadeloupe, mais on n'est pas aidé non plus parce qu'on a une géographie qui est quand même pas, qui nous aide pas non plus, hein, parce qu'on a le plus haut sommet de la Caraïbe, Oui. ou des Antilles, des petites Antilles, mais ça nous aide pas pour communiquer de l'autre côté de la montagne, quoi. Donc voilà, on n'est pas aidé. Il y a une géographie qui est pas facile, donc ça aide pas non plus à mettre en place des points d'accès et des choses comme ça. Mais on y réfléchit, même s'il y a défaut d'avancer très vite, on a des choses en tête, et puis on fait des essais. Donc c'est une façon aussi d'expérimenter. Ça fait partie du radioamateurisme, non? Tout à fait. Tout à fait. Alors, je te rejoins à 200% là-dessus parce que moi, je regarde les réseaux Amnet, je commence à m'y intéresser de plus en plus. Et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de développer dans la région, pas tout de suite parce que je veux que tout le monde de toute manière est à fond avec la propagation excellente qu'on a là en ce moment. Donc je me dis, dans 2-3 ans, ça va commencer à se baisser et c'est là qu'il faudra commencer à essayer de trouver des alternatives. Et je pense que l'Amnet peut être une très bonne solution. Mais faut se dire que même en France métropolitaine, le réseau Amnet, c'est pauvre. Il y a 3-4 passerelles qui se battent en duel, entre guillemets. Je trouve que ça se développe ces derniers mois très très vite. Donc j'ai bon espoir de voir. Enfin, je me dis quand même qu'on est. Mais c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment un choc parce que je voyais tout le monde. Alors c'est un salon allemand, hein, donc je voyais tout le monde utiliser de l'Amnet et puis on était du Lora, ouais. Et puis il y a des conférences sur l'Amnet, etc. Là-bas, enfin, c'est très très dynamique. Et puis en France, pendant ce temps-là, on est un peu en train de regarder les autres faire. C'est embêtant, quoi. Ah bah c'est malheureusement c'est le cas. Hein. On est passif là. Mais même alors. Effectivement, moi je suis pas mal un groupe qui s'appelle FRMcom où ils parlent énormément sur leur Discord de tout ce qu'est LoRa, APRS et tout. Donc on a l'impression que ça bouge énormément. Eux, ils bougent beaucoup. Oui. Mais ça reste encore assez succinct. Il y a pas énormément de passerelles. Il y a pas. Ça viendra certainement par la suite. Ça bouge plutôt pas mal, moi je trouve. Oui, ça prend un peu plus d'ampleur et heureusement parce que je pense qu'on en a besoin. À part lancer la PRS, enfin tout ce qui va être LoRa APRS et tout ça, et puis un peu d'Amnet d'après ce que j'ai compris. Tes projets pour toi là, en tant que radioamateur, ça va être quoi? Des expéditions, d'autres expérimentations? Ouais, alors moi je fais depuis 4 ou 5 ans, je fais de l'EME, donc du trafic via la Lune. Et ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de temps, de monter les stations EME sur différentes bandes. Donc, c'est le gros du dossier. Pour moi, c'est le plus grand défi, c'est de maintenir des stations en EME sur plusieurs bandes, parce que c'est de la mécanique, c'est de l'électronique, c'est beaucoup de choses. On passe beaucoup par du med et c'est passionnant, mais c'est très très compliqué. Mais ça reste toujours un défi puisqu'on fait des QSO qui font 800 000 km de distance. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, qui est en haut de ma to-do list, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est sans aucun doute le point sur lequel je suis le plus fier. Et encore une fois, le fait de le faire en zone tropicale, d'avoir des équipements avec des grandes antennes, des paraboles, des choses comme ça, c'est un vrai défi par rapport à l'activité par rapport à l'activité dans zone tropicale. D'accord, ok. Ça c'est une bonne alternative. Tu le fais comment? Parce que moi je sais que de l'AME on en faisait un petit peu en C-double. Là maintenant ça doit être du numérique. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, j'ai clairement, en fait, heureusement que le principal de l'activité, on fait de la CW quand on a des stations en face qui permettent de le faire. Pareil pour j'ai fait de la phonie, j'ai fait des QSO en phonie avec HB9Q qui est la plus grosse station en EME du monde. Mais sinon,
effectivement, je fais du digital parce que c'est plus facile, ça permet d'avoir des stations qui soient plus petites. Et clairement, si on me disait on ne peut pas faire du digital, il faut faire obligatoirement de la CW, il faudrait une parabole qui soit beaucoup plus grande. Et clairement, je pourrais pas la déployer quelque chose qui soit aussi dangereux dans une zone cyclonique. Donc oui, heureusement, on fait une grosse partie du trafic se fait en digital. Et ça permet maintenant de faire des choses avec assez peu de moyens, des petites paraboles de 2,40 m sur 23 cm, c'est quand même assez sympa. Et il y a de plus en plus de monde qui viennent, et c'est plus quelque chose d'aussi élitiste que comme j'ai pu connaître il y a une vingtaine d'années chez certains radioamateurs dans l'Hexagone. Et là, aujourd'hui, on arrive à avoir des stations qui soient plus raisonnables. Et tant mieux pour moi, parce que sinon, je pourrais clairement, je ne pourrais pas que les développer. On rêve tous, enfin, quand on fait le nœud, on rêve tous d'avoir une parabole qui fait 7-8 mètres de diamètre. Oui. Mais moi, je peux même pas rêver de ça en étant en Guadeloupe. Ce serait trop dangereux d'avoir un tel poids et une telle parabole dans mon jardin. Ça serait suicidaire. Oui, donc, ça, c'est clair et net. En cas de cyclone, c'est impensable. Donc j'essaie de rester sur quelque chose qui soit dans un gabarit acceptable. Et du coup, oui, l'essentiel du trafic se fait avec des modes numériques inventés par Joe Taylor. C'est les cousins du FT8 pour faire dédié pour faire de l'EM. Oui, c'est très rapide en plus là, je crois en plus. Là, on est sur des périodes d'un peu moins d'une minute. Enfin, donc on est périodes d'une minute avec un peu moins de temps en transmission, mais c'est beaucoup plus lent que le FT8, mais 4 fois plus lent que le FT8. Mais globalement, ça permet de faire un contact en 6 minutes, ce qui est quand même tout à fait raisonnable, et voire moins dans certains modes, voire 2 fois moins dans certains modes, mais on peut pas aller aussi vite que le FT8 parce que tout simplement à cause du temps que mettent les ondes à faire l'aller-retour, tout simplement, parce que sinon on aurait un tel décalage entre l'émission et la réception qu'on pourrait pas. Il faut pas oublier qu'il y a presque 3 secondes entre un émetteur et un récepteur, hein, donc en FT8, si on n'aurait pas le temps de décoder, qu'on serait déjà en émission, donc ça, c'est pas possible de faire des périodes de 15 secondes, mais 30 secondes, ça marche. D'accord, ok. Bon, écoute, c'est très bien. Je te remercie pour tout ça. Alors, pour suivre un petit peu ton actualité, on va faire comme d'habitude, on mettra les liens dans la description. Et avec toi, on avait dit qu'on essaierait de faire quelque chose un peu différent en podcast, puisqu'on va vraiment parler initiation et on va vraiment parler de l'introduction un peu pour de la communication satellite pour essayer justement à faire découvrir cette passion à tous nos auditeurs. Mais ça fait déjà 40 minutes qu'on est là, donc je te propose qu'on va faire une deuxième partie exprès qu'on va décaler d'une petite semaine et puis écoute, on se retrouve là nous tout de suite, mais on va redécaler un petit peu pour que tout le monde puisse écouter et s'intéresser encore plus aux satellites. Ça te va? Avec plaisir. Écoute, je te remercie. Et je te dis à tout de suite alors et à dans une semaine pour nos auditeurs. Hein. À tout de suite.